Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, y a-t-il des arrestations arbitraires en Égypte? Les nombreux procès et peines de mort à l'encontre des frères musulmans inquiètent les associations de défense des droits de l'homme qui réclament des enquêtes auprès de l'ONU. Qui succédera au président zimbabwéen Robert Mugabe à la tête du ZANU-PF? Les interrogations vont bon train sur le futur dirigeant du parti. Si aucun successeur n'a été désigné pour l'instant, certains annoncent le nom de la première dame Grace Mugabe. Et enfin, le biogaz est une nouvelle forme d'énergie renouvelable qui entre progressivement dans le quotidien des Rwandais habitant les zones rurales. Les populations de ces zones reculées trouvent que cette nouvelle source d'énergie permet de faire de grandes économies. Mais avant de développer ces titres, invalidation du Parlement en Libye. La Chambre était en effet contestée par la coalition de milices Fajr Liabia et par des groupes islamistes. Le Parlement n'aurait pas respecté la constitution provisoire qui stipule qu'il doit siéger à Benghazi. Le Parlement siégeait depuis son élection à Tobrouk, estimant que sa sécurité ne pouvait être assurée à Benghazi, théâtre de violences quotidiennes. Quelles sont les répercussions d'une telle décision? Élément de réponse avec Abdelkader Kadoura, professeur de droit constitutionnel. Non, mais je pense que cette décision, il y a deux aspects. Il y a un aspect juridique et un aspect politique. Je pense, je ne sais pas encore comment ils ont trouvé cette décision, comment ils ont arrivé à cette décision, mais certainement, le parti politique, il a joué un rôle très important dans la situation. Je pense que ça ne changera rien du tout. Il va approfondir la vision de la Libye Est-Ouest. Les conséquences de cette décision sera comme ça, sera sur le compte de l'unité nationale. Parce que certainement les gens du Conseil des représentants ne vont pas céder la décision du tribunal. Et les gens de Tripoli, ils ont réussi à obliger la Cour de donner cette décision. Ils ont utilisé les armes gagnées un contre l'autre. Et puis, ils ont utilisé maintenant les juridictions, puis voilà, ils ont gagné une décision qui ne sera pas acceptée par les autres. De nombreuses associations de défense des droits de l'homme exhortent l'ONU à condamner les violences croissantes en Égypte. Le pays est depuis ce mercredi sur le banc des accusés et doit se justifier devant le Conseil des droits de l'homme. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. L'Égypte sur le banc des accusés à l'Organisation des Nations Unies. Pour la première fois depuis le renversement du président Mohamed Morsi et l'arrivée du maréchal Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013, les autorités du Caire devront se justifier devant le Conseil des droits de l'homme. Plusieurs organisations pressent l'ONU de mener une enquête sur les crimes commis lors du coup d'État militaire. Au Caire, la capitale, les soutiens au maréchal al-Sisi se multiplient. Ce mardi, une manifestation était organisée en ce sens, car certains Égyptiens voient en lui le sauveur du pays. Nous sommes ici pour soutenir le gouvernement lui-même et le président. Nous voulons dire à tout le monde et à la communauté internationale, plus les gens du pays, que nous soutenons toutes les décisions à venir faites par le président. Nous voulons une main de fer. Le poing du peuple est plus fort que la poigne de fer. Nous voulons dire à ceux de l'extérieur que nous sommes contre le terrorisme. Chacun d'entre nous, que ce soit le terrorisme interne ou externe à nos frontières. Le terrorisme qui fait peur aux gens est comme le cancer. Quand il va quelque part, il se répand. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire que le peuple égyptien est contre le terrorisme. Nous n'avons pas peur du terrorisme et le président doit prendre des décisions pour se débarrasser du terrorisme. Face à la menace terroriste dans le Sinaï, l'armée, qui a perdu le 24 octobre dernier 36 personnes dans un attentat, bénéficie d'une opinion publique favorable. Toutefois, les récentes offensives des autorités à l'égard des intellectuels et des universités foyers de contestation irritent les défenseurs des droits de l'homme. La menace est pressentie par la population comme une menace extérieure. De l'autre côté, à l'intérieur, il y a donc une campagne aussi d'arrestation des activistes politiques, mais aussi des opposants, et notamment les membres des frères musulmans. La police mène toujours ces pratiques de torture à l'intérieur des commissariats de police. Il y a des procès contre Alaa Abdel Fattah, et Ahmed Maher, les opposants et les figures emblématiques de la jeunesse de la place Tahrir. Il y a là un paradoxe entre les pratiques à l'intérieur de l'Égypte et l'image que l'Égypte essaie de montrer à la communauté internationale. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 22 000 personnes ont été emprisonnées depuis le coup d'État militaire de juillet 2013. Des chiffres qui atteignent 41 000 selon le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux.
Matshidiso Moeti à la tête de la direction régionale de l'Organisation mondiale pour la santé en Afrique. La Botswanaise succède à l'Angolais Louis Gomis Sambo pour un mandat de 5 ans dès février 2015. L'actuelle directrice de la gestion du programme par intérim du Bureau Afrique de l'OMS a été élue parmi 5 candidats, dont 3 pour l'Afrique de l'Ouest. Au Zimbabwe, la bataille politique est ouverte en vue du congrès du ZANU-PF qui se tiendra à mi-décembre. Les postes clés du bureau politique seront remis en jeu. Nous verrons que Grace Mugabe, actuelle première dame du pays, affiche de plus en plus ouvertement ses ambitions, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. La bataille pour la succession du président Robert Mugabe est lancée au sein de son parti, le ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au pouvoir depuis 1980, le chef de l'État, Robert Mugabe, n'a toujours pas désigné son successeur au sein de sa formation. Les spéculations vont bon train chez ses partisans sur les futurs candidats au poste. Parmi les noms évoqués figure celui de l'épouse du chef de l'État, Grace Mugabe, âgée de 49 ans. Robert Mugabe est un paradoxe dans la situation actuelle, car il est cause des crises multiples qui affectent le Zimbabwe et en particulier en termes de division du ZANU-PF. Mais il est aussi le ciment qui maintient le ZANU-PF. Et bien sûr, il est à craindre qu'une fois qu'il quittera la scène politique, que le parti aura du mal à rester uni. En effet, de nombreux analystes et observateurs estiment que les divisions au sein du parti sont si profondes qu'il commence à se replier sur lui-même. Nous assisterons à une nouvelle ère politique du mouvement de libération du Zimbabwe. À l'heure actuelle, donc, le plus grand combat de Mugabe serait d'arriver à laisser derrière lui un parti intact dans le contexte où, au cours des 34 dernières années qu'il a passé au pouvoir, il a semé la division pour mieux régner. Au cours de la dernière campagne électorale, le président Robert Mugabe avait promis de créer 1 million d'emplois d'ici 2018, désenchantement pour de nombreux Zimbabwéens qui s'impatientent de la situation économique et de l'absence de visibilité quant à l'avenir du parti présidentiel. Le président doit agir rapidement avant que le ZANU-PF ne se disloque. Il doit nommer un successeur. S'il n'y en a pas, d'ailleurs le Zimbabwe n'appartient pas au ZANU-PF. Ils peuvent se rapprocher d'autres partis politiques et voir s'il y a des gens qui sont capables de diriger ce pays. Nous sommes fatigués de cette polarisation. Le dernier mandat du chef de l'État, Robert Mugabe, s'achève en 2018. Il aura alors 94 ans. Grace Mugabe est candidate au poste de présidente de la Ligue des femmes du parti au pouvoir, une fonction qui lui permettra de siéger au bureau politique du parti. Le ZANU-PF tiendra son congrès à la mi-décembre, un rendez-vous qui devrait permettre de désigner le nouveau leader du parti. Focus sur une énergie en pleine expansion au Rwanda. Le biogaz, nouvelle forme d'énergie renouvelable, entre progressivement dans le quotidien des Rwandais. Avec la mise en place du projet Flexi Biogaz, les populations rurales font des économies. Une aubaine pour ces populations reculées, comme nous l'explique Idélette Mirabel-Bissou. Faire cuire ses aliments à partir du biogaz au Rwanda, c'est désormais possible. Avec le projet Flexi Biogaz, les agriculteurs trouvent cette nouvelle technique économique. Depuis que j'ai reçu le Flexi Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai de la lumière et j'arrive à acheter de la nourriture ainsi que du sel. Je ne suis plus obligée d'acheter du bois ou de l'huile. L'argent que j'économise me sert à faire autre chose. Le biogaz est obtenu à partir de la fermentation des excréments des mammifères ruminants. À la fin du processus de fabrication, du gaz méthane prêt à utiliser est produit. Les populations formées pour la circonstance participent désormais à la chaîne de production de cette nouvelle forme d'énergie renouvelable dans les villages. Il est très facile à utiliser. Il faut juste une vache pour faire fonctionner ce flexi-biogaz, qui est facile à installer, à réparer et à entretenir. Vous obtenez assez de gaz pour la cuisine et la bouse de vache est un bon engrais pour votre ferme. Le biogaz constitue une solution pour l'électrification rurale et la production d'énergie domestique dans les zones reculées en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.